nos mères sont violées, abandonnées à leur sort. Oh. Trop d'atrocités, le Congo va mal, le pays est en deuil. Oh yeah. Pas de justice, pas de droit de l'homme. Torture, enlèvement, les arrestations arbitraires. Congo, Elema, Makili Zotanga, debout Congolais, unis. Makili Zotanga, Namboka bato baza kufa. Congo Elema, debout Congolais, Bazori bape Congo Mamboka. Oh, Makili Zotanga, debout Congolais, Namboka bato baza kufa. Totilema, bon, le truc, ah ouais, la vie. Donc, voilà. Donc bonjour les chers parents africains et bonjour peuple de la RDC et bonjour le peuple du monde et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs. Donc aujourd'hui je vais entamer l'affaire sur le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. En RDC Congo, le coltan du sang. Tout d'abord, avant de rentrer sur les affaires du coltan du sang, nous allons aller au commencement de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que lier tout ce qui arrive aujourd'hui en RDC? Donc, on va entamer parce que le commencement de l'histoire, elle est très très importante pour arriver au viol, fémicide, génocide, des atrocités terribles. Parce que la femme, aujourd'hui, elle est prise comme élément de guerre atroce, militaire. La femme, aujourd'hui, elle est devenue une arme de guerre. Voilà pourquoi on la viole en RDC. On la tue, on ne respecte plus la vie humaine. Même les enfants ne sont pas respectés. Donc, on va comprendre pourquoi. Très important de faire cette vidéo. Que Dieu me donne la force. Je suis... Que Dieu me donne la force. Parce que faire tout ce que je suis en train de faire, il faut que Dieu donne la force. Il n'y a que lui qui sait toutes bonnes choses. Le Créateur Tout-Puissant.
Voilà. On se bat pour la vraie justice et les vraies raisons. Bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Spécial Investigation. Ce soir, enquête sur le Rwanda. 800 000 morts en 3 mois, l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine. Un génocide et de terribles soupçons. La France a-t-elle fermé les yeux? La France savait-elle? La France a-t-elle joué un rôle actif? Aujourd'hui encore, ces questions embarrassent. En 1994, la France avait été le seul pays à reconnaître la légitimité du gouvernement génocidaire, à recevoir ses représentants à l'Élysée et à continuer à leur livrer des armes. Une réalité qu'Hubert Védrine a toujours du mal à évoquer aujourd'hui. Ça a continué ces livraisons d'armes encore pendant le génocide également. J'en sais rien, moi. Attendez, vous m'avez dit que vous ne posiez pas de questions comme ça. Vous n'êtes pas un enquêteur, c'est pas une commission d'enquête, donc si vous posez encore une question comme ça, j'annule l'ensemble de l'interview et vous le ferez sans moi. Tout a commencé le 6 avril 1994, il y a 19 ans, presque jour pour jour. Ce soir-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. Hypothèse de l'époque, des rebelles Tutsis auraient fait le coup et seraient donc responsables du génocide qui s'en est suivi. Un juge français, Jean-Louis Bruguière, a enquêté et il a confirmé cette hypothèse. Mais en 2007, coup de théâtre. Un autre juge reprend l'enquête et il aboutit à d'autres conclusions. Selon lui, les responsables de l'attentat ne seraient pas du tout les rebelles Tutsis, mais des proches du président assassiné, des ultras du régime rwandais. Conclusion très gênante pour la France, car ces nouveaux suspects ont toujours été soutenus par Paris. Avant le génocide, ils étaient même armés par la France. Dossier sensible donc, dossier complexe. Depuis 19 ans, on a assisté à une succession d'écrans de fumée, de fausses pistes, de manips, comme si certains avaient intérêt à ce qu'on ne comprenne jamais ce qui s'est vraiment passé pendant ces événements tragiques. Rwanda, une intoxication française, c'est une enquête de Catherine et Philippe Orsignol pour Spécial Investigation. Dans la soirée du 6 avril 1994, le président rwandais Juvenal Habyarimana embarque dans son avion stationné en Tanzanie pour revenir au Rwanda. Il sort d'une négociation de paix difficile. L'enjeu, imposer à son propre clan, les Hutus du Rwanda, un partage du pouvoir avec la minorité Tutsi. Pour y parvenir, le président vient de prendre la décision d'exclure les plus extrémistes de son propre camp. La réunion s'est prolongée et il est déjà 19 h quand l'avion prend son envol. À Kigali, l'épouse du président attend, inquiète, le retour de son mari. 17 h est arrivé, le président ne venait pas. 6 h est arrivé, le président ne venait pas. Nous sommes inquiétés, nous dit pourquoi il ne rentre pas maintenant. Il est près de 20 h 30 quand le Falcon 50 du président amorce finalement sa descente sur Kigali. Son fils, Jean-Luc Habyarimana, sort de la piscine de la résidence présidentielle. Il reconnaît le bruit du moteur du Falcon. J'ai dit à mes cousins qu'on attende un peu que l'avion passe au-dessus de nous, comme notre résidence se trouvait dans l'axe de la piste d'atterrissage. À l'aéroport, les gardes présidentiels sont assis sur la piste. Eux aussi attendent le retour du président depuis plusieurs heures. Nous étions impatients. Nous avions hâte de rentrer chez nous. Quand on a entendu l'avion, on s'est levé. Quand il s'est approché, on a vu quelque chose de rougeâtre s'élever vers l'appareil. Un premier missile sol-air
vient de manquer sa cible. Et c'est à ce moment-là qu'à travers les arbres, on a vu des signées comme des balles traçantes qui ont abattu l'avion. Nous avons entendu boum. Mon cœur a sursauté. Un deuxième missile vient de faire exploser le Falcon. L'appareil s'écrase à quelques mètres de la résidence présidentielle. Tous les passagers sont tués sur le coup. Parmi eux, le président Hutu, Juvenal Habyarimana, le chef d'état-major de l'armée rwandaise et 3 membres d'équipage français. Dans les minutes qui suivent à Kigali, les escadrons de la mort Hutu commencent à massacrer des Tutsis à coups de machette. Au fil des jours, les tueries prennent des proportions industrielles. En 3 mois, près d'1 million de Tutsis, mais aussi d'opposants Hutus, sont massacrés. Qui a tiré sur l'avion du président Habyarimana? Depuis 1994, intoxication et rumeurs contradictoires se multiplient de Paris à Kigali. Enquête sur l'attentat qui a donné le signal de départ au 3e génocide du XXe siècle. L'histoire se passe au Rwanda, un pays d'Afrique où vivent 2 groupes sociaux principaux, les Hutus majoritaires et les Tutsis. À la tête de ces différents groupes régna longtemps un roi Tutsi. À la fin du XIXe siècle, les colonisateurs allemands puis belges imposent l'idée que les Hutus et les Tutsis sont 2 ethnies inégales. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans brodus, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. En 1959, les Hutus prennent le pouvoir. Les Tutsis sont marginalisés, persécutés et même régulièrement massacrés. Beaucoup se réfugient dans les pays voisins. À plusieurs reprises, les Tutsis exilés demandent au Rwanda de rentrer au pays, sans succès. Ils s'organisent alors en mouvement politique, le Front patriotique rwandais, et forment une armée. En 1990, ils tentent de revenir au Rwanda par la force. Mais la France va s'interposer militairement. Car pour François Mitterrand, l'arrivée des Tutsis de l'extérieur, et notamment de l'Ouganda anglophone, est une menace pour le maintien de l'influence française en Afrique. Le président français envoie dans un premier temps 314 militaires au Rwanda. Entre 90 et 94, ils vont faire passer les forces armées rwandaises, l'armée Hutu, de 10 000 à 35 000 hommes, lui fournir des armes, la former et même participer à son commandement. À cette époque, Hubert Védrine est secrétaire général de l'Élysée, très proche de François Mitterrand. François Mitterrand a toujours réagi assez vigoureusement quand il a vu des projets de changement des régimes par la force avec un appui externe. Donc en 90, il se dit « je ne peux pas laisser faire ça, c'est trop dangereux, donc il faut l'empêcher ». Comment? Il a une politique à 2 volets. Premier volet, c'est, dans le cadre de la coopération avec la France, aider l'armée rwandaise à tenir sa frontière. Elle n'en est pas capable en réalité. Et il y a un volet politique, parce que dans l'esprit de Mitterrand, pour apporter une solution durable à cette affaire rwandaise, il faut convaincre les Hutus, très majoritaires, qui contrôlent tout à l'époque, et les Tutsis, de travailler ensemble, de cohabiter. Mais au Rwanda, l'appui des militaires français pousse plutôt les Hutus extrémistes à l'intransigeance. D'autant qu'à la même époque, un ancien super gendarme français, Paul Baril, propose ses services au régime Hutu. Ancien de la cellule antiterroriste de François Mitterrand à l'Élysée, il avait été mêlé en 82 à une grosse bavure, l'introduction d'armes chez des Irlandais installés à Vincennes, en région parisienne, pour faire croire qu'il s'agissait de terroristes.
Peu après ce scandale, dit des Irlandais de Vincennes, Baril quitte l'Élysée et crée une société privée de sécurité. Il propose alors ses services à différents chefs d'État arabes et africains. Pour un de ses anciens collègues du GIGN, Paul Baril a toujours eu tendance à flirter avec les limites. À partir des années 83, il s'est retrouvé un peu livré à lui-même et des aspects de sa personnalité qui étaient assez bien contenus dans un cadre militaire, à ce moment-là, ont pu déraper un tout petit peu. Dans les années 90, à la discrète demande de l'Élysée et en lien avec la DGSE, Baril commence à travailler pour le régime rwandais. Un de ses contacts au sein du pouvoir, c'est Fabien Singaye, un diplomate hutu proche de la famille Habyarimana. Ce journaliste a enquêté sur Singaye. Officiellement, c'est le deuxième secrétaire de l'ambassade de Berne, en Suisse, mais officieusement, il s'occupe de la traque des opposants, non pas seulement sur le territoire helvétique, mais sur l'ensemble, une large partie de l'Europe occidentale. Et il transmet ses rapports directement à Elie Sagatoa, qui est le chef de la maison militaire, chef de cabinet du président Habyarimana, et puis aussi responsable alors ce qu'on appellera les escadrons de la mort, dont le rôle effectivement sera épouvantable dans la traque des opposants sur le territoire rwandais. Ce diplomate hutu que fréquente Paul Baril est donc un extrémiste. Juste après le génocide, on retrouvera dans la table de nuit du président Habyarimana des telex que Singaye avait rédigés pour dénoncer les Tutsis vivant en Europe. La femme de Tarsis est une Tutsi d'origine rwandaise. Ngarukiye est marié à une femme Tutsi originaire de Gitarama. Mais en 1992, sous la pression de la communauté internationale, le président hutu Habyarimana s'envole pour Arusha, en Tanzanie, pour participer à des pourparlers de paix avec les Tutsis. En 1993, coup de théâtre, il consent à partager le pouvoir avec le FPR de Paul Kagame. Ce sont les accords d'Arusha. Une victoire pour le FPR des Tutsis, comme l'explique cet universitaire belge. Ils avaient par exemple obtenu la moitié des effectifs dans la nouvelle armée nationale, ils avaient obtenu autant de portefeuilles ministériels que l'ancien parti unique, autant de sièges à l'Assemblée nationale de transition, etc. Donc ils avaient d'ailleurs de nombreuses forces politiques au Rwanda estimé que le FPR avait obtenu beaucoup trop. Ces forces politiques, ce sont les Hutus extrémistes. Ils sont furieux. Parmi les mécontents, le colonel Théoneste Bakosora, directeur de cabinet du ministre de la Défense. À travers le pays, des milices Hutus extrémistes, les Iteramwe, s'entraînent, prêts à massacrer des Tutsis. En 1993, Fabien Singaye, le contact de Paul Baril au sein du régime, devient actionnaire de la radio des 1000 collines, le média de propagande des Hutus extrémistes. À l'antenne, les Tutsis y sont régulièrement traités de cafards. yakomeje kubabwira ati mu baturage hari iby'isoko ko byakoranye n'inyenzi inkotanyi byari bihari byari byinshi iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi biriho zijagata igihugu cyacu. Mais l'ONU ne se laisse pas impressionner. En 1993, pour aider à la mise en place des accords d'Arusha, elle envoie au Rwanda 2500 casques bleus, dont 450 parachutistes belges. Parmi leurs premières missions, escorter 600 soldats Tutsis du FPR au cœur de Kigali pour qu'ils prennent leur quartier au Parlement, en attendant la fusion des forces armées. Autour du président Habyarimana, un gouvernement de transition doit également être mis en place. Mais l'attentat du 6 avril 1994 met définitivement en échec ce processus de partage du pouvoir. Le jour où l'avion était abattu, François Mitterrand est entré dans mon bureau. J'étais secrétaire général et en se prenant la tête comme ça, il me dit c'est épouvantable. Tout ce qu'on a tenté de faire depuis des années est par terre et il va y avoir des massacres affreux. Dans les minutes qui suivent l'attentat, les massacres de Tutsis commencent.
Même les personnalités politiques Hutus favorables au partage du pouvoir sont éliminées, comme la première ministre Agathe Uwilingiyimana. Dès le lendemain de l'attentat, elle est sauvagement assassinée par balle avec une dizaine de parachutistes belges chargés de sa protection. Le 8 avril 1994, 2 jours après l'attentat, le colonel Bagosora organise la prise de pouvoir avec des Hutus extrémistes. Il met en place un gouvernement génocidaire. Le génocide est alors en marche. La force de l'ONU n'interviendra pas. Les casques bleus belges se retirent le 18 avril. À Kigali, certains soupçonnent le colonel Bagosora et les Hutus extrémistes d'être même derrière l'attentat. Ils auraient éliminé le président Habyarimana pour pouvoir déclencher le génocide. Courant juin 1994, la revue française Red relève 2 éléments qui laissent penser que l'attentat est bien un complot des Hutus extrémistes. Elle note d'abord: à Kigali, avant même que l'avion présidentiel ne soit abattu, des barrages dirigés par des éléments de la garde présidentielle apparaissent au point stratégique. Red avance ensuite un autre élément clé. 2 missiles sol-air ont été tirés depuis le camp de Kanombe. Kanombe. C'est ce camp militaire gouvernemental des forces armées rwandaises, les militaires Hutus. En clair, selon la revue Red, les tirs contre le président seraient partis de son propre camp. À la même période, des militaires belges enquêtent sur l'assassinat de leurs 10 casques bleus. Ils recueillent des éléments qui vont dans le même sens. Témoignage de l'un de ces enquêteurs, aujourd'hui retiré en Grèce. J'ai entendu des tas de personnes. Il se fait que la ville a été complètement quadrillée par des barrages, autant des phares que de la gendarmerie, et cela plusieurs heures avant l'arrivée de l'avion. Tant les militaires que les gendarmes conseillaient aux gens qu'ils connaissaient, et même à tout le monde, de rentrer chez soi, et parfois en précisant qu'il allait se passer quelque chose ce soir, et donc il fallait rester à la maison. Ça laisse directement penser que l'attentat a pu être commis par des Hutus. Des militaires Hutus formés et armés par les Français auraient-ils pu organiser l'attentat contre le président Habyarimana? À Paris, certains officiels conseillent étrangement aux familles de l'équipage français du Falcon de ne pas déposer plainte. Le 15 avril 1994, les corps des 2 pilotes et du mécanicien sont rapatriés au Bourget, en région parisienne. L'épouse du mécanicien, Jean-Michel Perrine, interroge les autorités françaises sur les circonstances de l'attentat. Il m'a été répondu par le ministère de la Défense que suite au chaos, à l'urgence, il n'y avait pas eu d'enquête de fait. Je trouvais que c'était curieux, qu'on voulait peut-être cacher quelque chose. Enfin, franchement, je ne comprenais pas. Après l'attentat, il semble même que certains responsables français aient cherché à brouiller les pistes. Premier exemple, Paris a longtemps affirmé qu'aucun militaire français n'avait jamais approché la carcasse de l'avion et que celui-ci n'avait pas de boîte noire d'enregistreur de vol. Or, on sait aujourd'hui que le soir du drame, un quart d'heure après le crash, un conseiller militaire français, le commandant de Saint-Quentin, arpentait la carcasse à la recherche d'une boîte noire. Ce soir-là, cet ancien militaire des forces armées rwandaises sécurise la zone du crash. Il se souvient très bien de ce que cherchaient les militaires français. Le matin, des Blancs sont venus. Ils nous ont dit, si quelqu'un trouve une boîte noire, qu'il la donne. Ils se sont approchés de l'avion en disant ça. Mais ils ne l'ont pas trouvé à ce moment-là. Pour Jacques Morel, un chercheur français qui a enquêté plus de 15 ans sur le génocide rwandais, c'est l'une des premières contre-vérités relayées par des officiels français. Les militaires français présents sur place dans le cadre de la coopération militaire ont enquêté sur l'attentat, ce qui a été nié par un certain nombre de personnalités françaises, comme le ministre de la Défense de l'époque, M. Léotard, qui a dit que le lieu du crash a été rendu inaccessible, selon lui, aux militaires français, alors que c'est totalement faux. Le commandant de Saint-Quentin s'est rendu sur les lieux dans la demi-heure qui a suivi le crash de l'avion. Le commandant de Saint-Quentin a-t-il retrouvé la boîte noire?
nous allons poser la question au général Christian Queneau. En 1994, il suivait le dossier en tant que chef d'état-major particulier du président Mitterrand. Vous savez s'il y a eu une enquête sur le terrain, si le colonel de Saint-Quentin a trouvé des pièces intéressantes après le crash? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont rendus sur le terrain, mais je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Honnêtement, c'est pas... Mémoire défaillante ou volonté de cacher? Le commandant de Saint-Quentin affirmera pour sa part qu'il n'a retrouvé ni l'enregistreur des paramètres de vol, ni celui des conversations du cockpit. Pourtant, des déclarations d'un ancien rapporteur spécial de l'ONU laissent penser que les Français avaient bien retrouvé une boîte noire à l'époque. Je me suis rendu à Kigali où j'ai rencontré l'état-major militaire. Je leur ai demandé « Est-ce que je peux avoir la boîte noire ?» Le chef d'état-major m'a dit « La boîte noire se trouve chez les militaires. Il faut voir avec la France. » Ce qui est sûr, c'est qu'aucun compte-rendu des investigations françaises n'a jamais été rendu public. Bon, second fait étrange, selon Paris, les militaires Hutus ne pouvaient pas commettre l'attentat puisqu'ils ne possédaient pas de missiles. Les phares ne détenaient pas de missiles anti-aériens parce qu'il n'y avait pas de menace aérienne. Le FPR avait des canons et était à pied. Pourtant, les forces armées rwandaises avaient bien récupéré des missiles sol-air. Le général Queneau ne le nie pas. En 1991, il en informait même François Mitterrand par écrit. De nombreux matériels ont été récupérés sur le terrain, dont un missile sol-air portable SAM-16 de conception récente. Un document de l'ONU précise qu'en 1994, les militaires Hutus disposaient même de missiles. Pourquoi il a coupé? Pourquoi ça a coupé? Et ce, juste avant l'attentat. D'où la question est, pourquoi Paul Baril cherche-t-il à se procurer des missiles avant l'attentat? Paul Baril aurait-il été jusqu'à aider ses clients, les extrémistes Hutus, à se débarrasser de leur propre président? Fin mai 1994, quelques semaines seulement après l'attentat, et alors que le gouvernement génocidaire fait massacrer 10 000 Tutsis par jour, l'ancien super gendarme de l'Élysée conclut avec lui un contrat confidentiel d'assistance militaire. Dans ce deal à 3 millions de dollars, Baril s'engage à fournir 20 hommes d'encadrement, des instructeurs, 2 millions de cartouches, 11 000 obus et mortiers et 11 000 grenades. Entre la recherche des missiles et la conclusion de ce contrat, Paul Baril va aussi jouer le super enquêteur auprès de la veuve Abiyarimana. C'est après que je suis arrivé en France, donc c'est en 1994, au mois d'avril, et il est venu là où nous étions, il a dit « Je voudrais vous présenter mes condoléances ». Et puis il a dit « Moi, je suis disponible pour vous aider et pour justement faire connaître la vérité sur les hôtels de l'attentat ». Mais une fois missionné par la veuve Abiyarimana, loin de chercher la vérité sur les auteurs de l'attentat, Baril va plutôt intoxiquer l'opinion et les médias. Le 28 juin 1994, il va affirmer en direct au journal de 13h qu'il détient la boîte noire du Falcon présidentiel. L'ancien patron du GIGN, le capitaine de gendarmerie Baril, qui affirme être en possession de la fameuse boîte noire de cet avion et qui le prouve, car voici filmé ce matin ces fameuses boîtes noires. Monsieur Baril, pouvez-vous nous décrire ces images? Que voyons-nous là? Alors on voit un des éléments qui appartient à l'épave de l'avion, avec une boîte métallique noire et des inscriptions en anglais. Et on voit en direct, Baril va laisser entendre que l'avion a été abattu par les Tutsis du FPR. À qui profite le crime? Le crime, il profite aux terroristes du FPR, qui représentent seulement 10% de la population. Ces gens-là ne pourront jamais avoir le pouvoir au Rwanda, au moins par les urnes. Mais le lendemain, le prétendu scoop de Baril explose en vol, toujours sur France 2. Une boîte noire telle que M. Baril aurait dû la trouver, c'est ça. C'est orange pour commencer, internationalement.
Après cet épisode calamiteux de la vraie fausse boîte noire, Baril continuera ses affabulations. Pendant un temps, il affirme détenir 80 témoignages vidéo impliquant le FPR et même les lance-missiles de l'attentat. En juillet 1994, le génocide est arrêté par le FPR qui prend le pouvoir à Kigali. 4 ans plus tard, en 1998, une des familles de l'équipage du Falcon finit par porter plainte. La justice française ouvre une enquête. Elle est confiée à la star de l'antiterrorisme, le juge Jean-Louis Bruguière. Très vite, il va entendre Baril comme témoin, mais bizarrement, il ne lui demande aucune explication sur ses déclarations fracassantes ni sur ses activités au Rwanda. Il est évident que Paul Baril est un acteur clé du dossier, et ce qui est absolument fascinant dans l'enquête de Bruguière, c'est que Bruguière va voir régulièrement Paul Baril, ils vont se voir assez régulièrement, et jamais le juge Bruguière ne pose une question à Baril, ne lui pose pas de question. Plus étonnant encore, Baril va présenter à Bruguière un interprète pour le moins douteux. Fabien Singaye, l'ancien diplomate Hutu, traqueur d'opposants et actionnaire de Radio Mille Collines. Au cours de l'enquête, celui qui dénonçait les Tutsis installés en Europe va présenter des témoins à Jean-Louis Bruguière et même jouer les interprètes lors de certaines auditions. Très vite, le juge Bruguière s'oriente vers un attentat organisé par les Tutsis du FPR. À en croire cette thèse, qui dédouane Paris, ils auraient pris le risque de provoquer le génocide de leur propre peuple pour prendre le pouvoir par la force. Selon ce scénario du juge Bruguière, voilà comment le FPR aurait agi. En mars 1994, le chef du FPR, Paul Kagame, et son aide de camp, James Kabarebe, auraient préparé l'opération dans leur quartier général de Mulindi, au nord de Kigali. Un chauffeur Tutsi du FPR aurait transporté 2 missiles de Mulindi jusqu'au Parlement de Kigali, où sont cantonnés les 600 militaires du FPR. Le 6 avril 1994, un commando du FPR comprenant notamment les soldats Ruzingana et Ruzibiza aurait acheminé les missiles vers la colline de Masaka. Retenez ce nom, il est clé. Cette colline est contrôlée à l'époque par l'armée Hutu, mais le commando Tutsi aurait réussi à l'infiltrer. Et selon le juge, c'est depuis cette colline de Masaka que le commando du FPR aurait abattu l'avion présidentiel avec des missiles SAM-16, dont Bruguière affirme avoir récupéré ses photos et les numéros de série. Le lendemain de l'attentat, à 8h45, un spécialiste radio de l'armée Hutu aurait capté un message du FPR revendiquant l'opération. En 2006, considérant qu'il a suffisamment d'éléments, Jean-Louis Bruguière délivre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 9 dignitaires du FPR et il met en cause Paul Kagame, devenu entre-temps président du Rwanda. Mais au fil des mois, les témoins principaux de Bruguière vont changer de version ou faire de surprenantes révélations. Quelques jours à peine après que le juge a lancé ses mandats d'arrêt, Emmanuel Ruzigana écrit au magistrat français « Il est furieux ». Je me permets de réfuter catégoriquement tout ce qui m'a été attribué. J'ai répondu que je n'avais aucune connaissance sur la personne qui aurait tiré sur l'avion. Mes réponses ont provoqué votre colère et vous m'avez fait sortir de votre bureau. À la télévision belge, Ruzigana réaffirme que le juge Bruguière a manipulé ses propos. Ils ont été surpris parce que j'ai tout nié. Le juge a complètement déformé mes déclarations. Il m'a interrogé sur l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana et je lui ai dit que je ne pouvais rien en dire puisque je n'en savais rien. Quelques mois plus tard, le second témoin clé présenté par Bruguière va quant à lui changer de version. Abdoul Ruzibiza expliquera qu'il n'a jamais participé ni même assisté à l'attentat contre le président Abiyarimana. Témoignage recueilli au téléphone par Libération. Vous venez de démentir dans une interview à une... Bon. Donc, quand on regarde bien toute la stratégie de la catastrophe qu'il y a eu au Rwanda, le génocide atroce
qui a coûté la vie à 5 à 6 millions de Rwandais, n'était qu'un grand plan tracé par la communauté internationale pour pouvoir avoir accès à la RDC. Accès à la RDC pour les pillages immenses des centaines et des centaines différents minéraux. Alors, pour ce qui est massacre au Rwanda, il y a eu pas mal de machettes utilisées. Ces machettes venaient d'où? De la France, dans des conteneurs envoyés en direction du Rwanda. Donc, les Occidentaux avaient bien tracé leur plan machiavélique pour exterminer immensément des Rwandais pour avoir accès à la RDC. Parce que quand ils font cela, c'est permettre à ce que les Rwandais, Hutus, la majorité, dont on a tué le président Abiyarimana, que le reste qui sont en vie fouillent et rentrent en RDC. Maintenant, cela va permettre à celui qui est imposteur voleur du pouvoir assassin, Paul Kagame, de pouvoir envoyer ses hommes au Zaïre pour commencer à faire les zizanies de turbulence. Mais à cette époque, il y avait le maréchal Mobutu. Mais est-ce qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont voulu faire comme massacre? Non. Ils ont attendu jusqu'à ce que les Américains ont eu un homme pour placer en RDC, et cet homme assassiné, Laurent Désiré Kabila, le père. Et maintenant, le fils soi-disant, mais qui n'est pas son vrai fils, fils adoptif, un Rwandais Tutsi, Hippolyte Kanambe alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Donc lui se fait appeler Kabila. Et le reste des Rwandais Tutsi pour rentrer en RDC, ils utilisent comme identité Kabila. Oui, Kabila est un nom d'emprunt pour que les Rwandais rentrent en RDC. Rwandais Tutsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toute cette mascarade, elle était faite à cause des pillages immenses des minéraux de la RDC. Ces minéraux sont géniaux. Mais est-ce qu'ils ont pensé à tant de vies qu'ils ont sacrifiées? Non. Nous allons suivre les massacres qu'il y a eu en RDC. Après, nous passerons aux minéraux. Parce que c'est important. Voilà pourquoi j'ai voulu montrer le début, le film du commencement de l'histoire de la RDC. Ça commence à partir du Rwanda. Les génocides d'atrocités. Mais est-ce que les génocides d'atrocités du Rwanda dépassent celui de la RDC? Celui de la RDC, plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement dans toute la RDC. Nous allons y aller maintenant au massacre qu'il y a eu. C'est très important. C'est comme ça l'histoire. Et l'histoire africaine sera écrite par des Africains et non par les Occidentaux, 666 des grands menteurs. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de cœur. Des gens qui ont toujours pris le peuple africain pour des riens. Des riens. Excusez-moi un instant. Donc ça, je vais rebrancher tout à l'heure. Voilà.
Excusez-moi un instant. Ah là 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 là. Démarre, démarre, s'il te plaît. C'est pas le moment. Ah là 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 là. C'est pas le moment de lâcher, s'il te plaît. Je vais reprendre. Ça énerve. Hein? Plusieurs femmes sont violées à cause des pillages du coltan du sang. Aujourd'hui, le monde est presque unanime que le coltan est au cœur de la guerre en RDC. L'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Le coltan se trouve en quantité commerciale dans la région du Kivu. Détient entre 80 à 99 ou même plus. Ça peut être à 100, à 200 ou 300 même. Les Occidentaux ne vont jamais mettre réellement tous les détails de l'information. Des réserves mondiales, les multinationales se servent pour la fabrication des ordinateurs, des logiciels informatiques, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Les multinationales se servent pas juste dans le calme. Ils tuent, ils violent, fémicident. Il y a eu plus de 15 millions de morts en RDC Congo. Silence total. Il y a eu plus de 10 millions de femmes violées en RDC Congo. Silence aussi. En RDC, il y a aussi la guerre du cobalt, tantal, très important pour la construction des voitures volantes. Oui, les voitures volantes. Parce que d'ici quelques années, les voitures volantes vont rentrer dans le marché. Et il n'y aura plus ces anciennes voitures que les gens roulent à 4 roues. Ça va être les voitures volantes. Donc ces voitures volantes, il y a immensement le coltan, des trafics de coltan en RDC, du cobalt et du tantal. Ces minéraux sont très utiles pour la construction des voitures volantes. Et en même temps, à partir du tantal et du cobalt, ainsi que le coltan, ces minéraux servent à la construction aussi des maisons flottantes sur l'eau et en dessous de l'eau. Parce qu'il y a même des maisons flottantes qu'ils sont en train de construire. À Paris, par exemple, il y en a qu'ils commencent à construire. Et en Belgique, aux États-Unis et ailleurs, il y a pas mal de maisons flottantes. Et donc, en Afrique, ils commencent même à construire aussi des maisons flottantes. Mais pour ces maisons flottantes, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir accès dans des endroits, des villageois, il faut exterminer des populations. Voilà pourquoi l'Europe, toute la communauté internationale, que j'appelle la communauté du sang, ils adorent les dictateurs. Les dictateurs qui tuent immensement en Afrique, ils les adorent.
Boko Haram, par exemple, c'est une cellule formée par la France pour exterminer pas mal de gens en Afrique. C'est voulu. À cause de quoi? Les pillages des minéraux. Les pillages des minéraux. Alors, on va repartir. Donc, construction des voitures volantes électriques ou des drones taxis à Dubaï ou les drones de l'armée chez les Occidentaux. Oui, les drones de l'armée, hein, chez les Occidentaux, en Europe, aux États-Unis, même Israël, tous les autres pays, l'Iran, hein, Afghanistan, l'Inde, ils ont des drones aussi, hein, mais qui sont pilotés depuis une base militaire pour aller bombarder. Il y a des drones où il n'y a personne et il y a des drones où il y a des gens. Bon. Le coltan minéré de sang de la RDC, indispensable dans la fabrication de nos mobiles, de nos ordinateurs portables et de nombreux autres matériels informatiques. Avec ces minéraux, il y a un conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale à cause de l'occupation étrangère sur le sol congolais. Moi, luthier africain, je dénonce cela car je suis un activiste des droits humains. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Voilà, c'est parti. Donc, pour la construction des drones militaires, il faut le coltan, il faut le cobalt, il faut le tantal. Donc, ces minéraux-là servent immensement. Donc, on va rentrer, on va suivre. Voilà. Donc, attendez un instant.
Juste, ça sera juste un petit peu, hein? Ça sera pas long, parce que je dois rentrer après sur les minéraux de la RDC. C'est juste pour éclaircir, hein? Juste pour éclaircir. Voilà, donc je crois à partir d'ici. Ouais, à partir d'ici. Ouais, à partir d'ici. Attends. Excusez-moi. Je vais venir. Je cherche où est-ce que je dois m'arrêter. C'est très très important. Ah là là, la technologie. Attendez un instant. Attendez un instant. Voilà, ici. Voilà. Donc, on va partir. Voilà. Parce que, pour que vous compreniez bien, Holoman est une école où on apprend une chose rare, faire la guerre sans être déployé sur le terrain. Avec un avion piloté à distance, nous sommes aux États-Unis et nous pilotons un avion qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc nous rentrons à la maison à la fin de chaque journée. C'est différent. Mais le potentiel est énorme. C'est un soutien important pour les hommes sur le terrain. Et ils le demandent car ils savent qu'on fait un bon boulot et que nous sommes contents de le faire. Un drone Predator peut rester 24 heures en vol. Alors plusieurs pilotes se relaient lors d'une même sortie. Et voilà concrètement leur poste de pilotage, leur cockpit, un préfabriqué posé à même le sol. À l'intérieur, 2 postes d'analystes renseignement, ici à gauche, puis les postes de pilotage eux-mêmes. Aucune entrée de lumière dans ces préfabriqués, aucune distraction. La concentration des pilotes doit être maximale. À l'autre bout des commandes, il y a un appareil qui vaut des millions de dollars, souvent lourdement armé. Aux côtés du pilote, l'opérateur capteur est l'officier chargé de diriger la caméra et le radar du drone. Le pilote à gauche doit se concentrer sur la navigation. So I'm going to start turning the aircraft in that direction. If you can get the sensor ball over there. And I'm going to do the camera on target. Nous pouvons voir toutes les choses auxquelles un pilote doit faire attention. Comment va le moteur, quelle est l'altitude, quel est mon comportement, est-ce que je monte, est-ce que je descends, est-ce que je tourne à gauche ou à droite, à quelle vitesse je vais. Le bouton rouge, il ne me sert à rien, il n'est pas actif. Ce bouton rouge, ce sont les missiles, mais le commandant Matt nous assure qu'il n'a jamais fait que des missions de renseignement. Officiellement, seuls 3% des sorties des drones de l'US Air Force sont des missions de combat. Le Reaper comme le Predator sont prêts pour cela, ce sont des machines de guerre dressées pour tuer. C'est un missile AGM-14, c'est un Hellfire, le même missile qui est utilisé sur les hélicoptères Apache. Il peut servir contre des véhicules blindés, mais nous avons aussi une version qui peut être utilisée contre des bâtiments. Reaper en anglais signifie la faucheuse. Si un Predator peut porter plus de 350 kg de munitions, le Reaper, lui, peut en porter plus d'1 tonne pour les tirer à 1500 km de son point de décollage. Traditionnellement, les noms de l'équipage sont inscrits sur les appareils, mais comme pour les officiers, ces noms ont été consciencieusement cachés pour notre passage.
Voilà. Donc vous avez suivi. Donc ces drones-là, ces drones militaires, pour qu'il y ait ces drones militaires, il faut le coltan, il faut le cobalt, il faut le tantal. Maintenant les missiles qui sont sur ces drones, hein, sont construits à l'aide de quoi? De l'uranium de la RDC. Est-ce que vous voyez? Donc, la RDC est une grande stratégie pour les Occidentaux, que je surnomme 666, qui tuent immensement le peuple congolais de la RDC à cause des minéraux qu'ils ont besoin. Mais ces minéraux-là, ils doivent les acheter, non? Hein? Ils se disent démocrates, ils se disent pays de droit, des droits humains. Ils se disent démocrates. Est-ce que des démocrates doivent tuer? Est-ce que des pays de droits de l'homme doivent tuer? Non. Mais ils le font. Ils le font en RDC. Ils le font. Atrocité terrible. Ils le font. Donc maintenant, nous allons passer sur les atrocités terribles. Hein? Les atrocités, je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, nous allons écouter un truc très très important. Parce que les minéraux que je vous ai dit là, il faut écouter. Ce qui est dit dans le rapport ici, attendez. Voilà. Excusez-moi un instant.